La demande revient régulièrement, donc voici mon top 10 des instruments de test et mesures essentiels pour le bidouilleur débutant. Bidouilleur, salut! Et oui, on me demande souvent cette question, quels instruments de test et mesures sont essentiels aux bidouilleurs débutants? Alors, j'ai décidé de produire une liste en ordre de priorité, de 1 à 10. 1 étant la priorité la plus grande. Vous comprendrez qu'il m'est difficile de vous faire des recommandations de modèles exacts puisque vos priorités budgétaires moduleront votre choix. En plus, les modèles offerts changent constamment. Mais je vais tout de même vous guider vers quelques solutions à gamme de prix différents. Donc, allons-y. Évidemment, l'instrument de mesure, le numéro 1, le plus important, c'est le multimètre. Un multimètre, c'est essentiel, mais 2, c'est encore mieux. Donc, souvent, différents formats vont pouvoir faire notre affaire, car il y a des formats, par exemple, format de poche, format ici de table, donc d'établi, format portable qu'on tient dans la main. Il y en a de toutes sortes de formats. Il y a même des formats genre crayon, même, si vous voulez. Dans les multimètres, il y a généralement 2 types de sélection, soit la sélection manuelle des gammes ou la sélection automatique. Les meilleures marques, là, c'est clair, Fluke, c'est le leader dans les multimètres depuis presque toujours. Mais il y a d'autres marques comme Mastec, X-Tech, Unité et une foule d'autres. Il est possible de se procurer un bon multimètre neuf pour moins de 50 $. Mais on peut aussi penser à un Fluke neuf, par exemple les versions qui sont faites pour le marché chinois, pour bien moins que 100 $. Si vous cherchez, vous allez en trouver dans le neuf. Attention cependant aux certifications de sécurité au niveau du secteur, les mesures sur le secteur. Si vous faites des mesures de ce genre, donc sur les hautes tensions, soyez conscient de la normalisation de l'appareil, les certificats de normalisation. Les Fluke sont tous sécuritaires. La plupart des modèles à bas coût, surtout ceux provenant d'Asie, directement livrés par la poste, ils ne sont pas homologués par des organismes de sécurité de pays de l'Ouest. Donc, c'est à vos risques si vous faites des mesures sur le secteur. Sinon, cependant, pour tous les autres usages, n'importe quel multimètre va faire l'affaire. Vous voulez vous procurer un multimètre? Bien, vous pouvez voir une introduction générale des caractéristiques à rechercher dans ma vidéo numéro 1. Le deuxième appareil le plus important, bien sûr, c'est le bloc d'alimentation, qu'il soit variable et ou fixe. Procurez-vous un bon bloc d'alimentation variable d'établi, vous ne le regretterez pas. Choisissez un bloc avec contrôle de tension et de courant. On peut parler d'une tension, disons, 0 à 20, 25 volts, 30 volts, là, 0 à 5 ampères, 4 ampères, dans ce genre de limite tension-courant, là, ça serait excellent. Pensez aussi aux alimentations fixes, 5 volts ou 3.3 volts, là, pour les circuits logiques que vous allez construire. Vous pouvez vous fabriquer un bloc d'alimentation aussi avec des régulateurs de tension comme celui-ci, c'est très facile à se construire. Il y a des kits aussi disponibles pour quelques dollars sur le web et à ce prix-là, je vous suggère d'en avoir plusieurs à portée de la main car il arrive souvent qu'on aura besoin de plus d'une alimentation externe. Naturellement, on n'aura pas toujours besoin de toutes nos alimentations qui est le contrôle de courant, mais au moins une, c'est bien important. On peut penser aussi aux alimentations de PC modifiées, mais moi je trouve que c'est pas recommandé parce que les courants disponibles qui peuvent être générés par ces blocs d'alimentation-là, d'ordi, de bureau, le courant est trop élevé pour des simples petits circuits de montage qu'on essaie là, sur un établi et il y a risque de tout démolir si un court-circuit se produit. J'ai justement fait une vidéo d'introduction au bloc d'alimentation fixe et variable, la numéro 7. Le générateur de fonction s'est rendu un must compte tenu du bas coût de générateurs qu'on peut trouver sur le marché. Il y a des petits kits simples
qui utilisent une puce XR2206 qui se vendent à moins de 10 $. Ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi des modèles d'établis totalement analogiques et peu chers que vous pouvez acheter et souvent dans l'occasion. Vous aurez besoin cependant d'un oscilloscope pour ajuster l'amplitude du signal. Il y a des modèles en DDS en kit à environ 40 $, donc qui sont synthétisés, qui seront plus stables et vous aurez un meilleur contrôle de l'amplitude. Et il y a d'autres types de générateurs, comme un générateur DDS synthétisé, comme ici le Fieldtech FY2300. Bon, ce genre de générateur de fonction à 2 sorties indépendantes, c'est un excellent choix et ça se vend à environ 100 $ ou un peu moins, dépendamment où vous l'achetez. Bon, il y a des modèles similaires à ceux-là, comme le JDS 2900, à prix similaire, et il a des caractéristiques plus mises à jour, disons, que celui-ci. Et oui, j'ai fait une vidéo d'introduction au générateur de fonction, la numéro 16. L'oscilloscope, bien sûr, vient haut dans ma liste des instruments essentiels. Lorsqu'on commence à l'utiliser, c'est difficile de s'en priver. On en prend goût et on trouve ça très utile, un oscilloscope. Bon, il existe toutes sortes de modèles, comme par exemple un modèle ici USB, comme cet InstruStar dont j'avais fait l'évaluation. Il existe des modèles qui se tiennent dans une main, comme celui-ci. Il y a bien sûr des modèles d'établis, comme le gros ici, l'instrument Agilent Keysight que j'ai. Évitez les modèles avec de la bande passante minimaliste, là, du genre 100 kHz ou moins. Ces modèles-là n'ont pas ce qu'il faut pour servir vraiment beaucoup, autre que peut-être dans les signaux audio. Vous allez vite trouver la limite de l'instrument. Ce genre de modèles, on les voit souvent appelés comme des DSO 138. Évitez ces oscilloscopes et privilégiez plutôt un oscilloscope qui aura une bande passante d'au moins 10 MHz, je dirais, et même encore mieux, peut-être 20 MHz. Aussi, pensez à des oscilloscopes qui ont 2 voix au minimum. C'est beaucoup plus utile qu'une seule voix. Les oscilloscopes d'occasion, c'est très bien et c'est correct, même si c'est un oscilloscope analogique un peu plus ancien. C'est beaucoup mieux si l'oscilloscope est numérique. À cause des caractéristiques que ça offre, on peut faire un affichage du domaine fréquentiel, on peut capturer les courbes à l'écran et les analyser par la suite. C'est toujours mieux d'avoir un instrument numérique, mais tout de même, pour les simples oscilloscopes, ça peut faire l'affaire. On peut adjoindre un analyseur logique, par exemple, si on veut capturer des formes d'ondes, okay? À pas cher. En général, pour les oscilloscopes les plus simples, là, on paiera moins de 100 $. Et certainement dans l'occasion, pour des oscilloscopes peut-être un petit peu plus évolués, mais dans l'occasion. Encore une fois, j'ai fait une vidéo d'introduction à l'oscilloscope, c'est la numéro 8. Si vous cherchez à vous en procurer un, voyez cette vidéo. Bien sûr, le fréquence-mètre, ou si vous voulez le compteur de fréquence, on l'appelle de 2 façons. Il y a différents types de modèles. Il y a des modèles portables comme celui-ci, ou des modèles d'établis comme celui-là. Certains générateurs de fonctions comme le FY2300 possèdent une entrée de fréquence-mètre d'intégré. Il y a aussi les oscilloscopes numériques, les plus modernes, qui ont aussi une entrée ou une mesure, si vous voulez, de fréquence. Par contre, la résolution et l'exactitude sera plus limitée sur les oscilloscopes. Donc, ce petit portable fréquence-mètre à environ 40 $, c'est pas cher, c'est un excellent choix. J'en ai fait d'ailleurs un banc d'essai il n'y a pas longtemps. Regardez mes vidéos. Il y a un compteur universel qui existe et qui offrira plus de possibilités de mesure, pas seulement la fréquence, mais la période, les intervalles de temps et ainsi de suite. J'ai fait une vidéo d'introduction au fréquence-mètre, c'est la vidéo numéro 9, et j'ai fait aussi la vidéo du banc d'essai pour ce IBQ102, ce fréquence-mètre portable, c'est la numéro 125. Un autre instrument essentiel est l'analyseur logique. C'est essentiel pour le bidouillage avec des circuits logiques et des microcontrôleurs. Et c'est un excellent complément à un oscilloscope, particulièrement si c'est un oscilloscope analogique, comme je vous l'ai mentionné plus tôt.
il existe des modèles à 8 voies convenables aux bidouilleurs moyens et ils se vendent à moins de 10 $. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'en priver d'un analyseur logique. La vitesse d'échantillonnage de ce genre d'analyseur à bas coût sera suffisante pour des bus courants comme UART, I2C, SPI, etc. Il faut quand même s'assurer que l'analyseur soit compatible avec le logiciel Saylay Logic, qui est un bon logiciel disponible gratuitement et qui va contrôler ces analyseurs à peu de coût. Bon, une sonde logique peut aussi être un substitut, mais ce n'est pas pour observer des protocoles, d'accord? Il y a des modèles plus onéreux sur le marché qui auront plus d'entrées, comme cet appareil ici, le Zero Plus LabC 16032, qui se vend un peu plus de 100 $. Bon, il y a certains analyseurs logiques aussi qui sont intégrés dans un oscilloscope. C'est le cas ici de mon oscilloscope Agilent qui a un analyseur logique d'intégrer à même. D'accord? Il existe aussi des petits oscilloscopes à peu de coût qui auront l'analyseur logique d'intégrer, comme par exemple le Hantek 6022BL, bien, il inclut l'analyseur logique dans l'oscilloscope. Et il y a aussi l'Instrustar, le ISDS 205X, dont j'ai fait l'évaluation précédemment, bien, lui aussi possède la fonction analyseur logique. En passant, j'ai produit une vidéo d'introduction à l'analyseur logique, c'est la numéro 140. Maintenant, le générateur RF. Si vous aimez le moindrement la radio, construction, réparation, et ainsi de suite, là, radio, émetteur, récepteur, vous aurez besoin d'un générateur haute fréquence, si vous voulez un générateur radiofréquence, un générateur RF. C'est complémentaire à un générateur de fonction. Ce n'est pas la même chose. Un générateur GW Instec d'occasion fera le boulot d'un débutant. Mais un générateur synthétisé à quelques centaines de dollars fera mieux l'affaire. Plus onéreux qu'un générateur de fonction cependant, mais il faut y mettre le prix pour avoir un générateur stable, sur lequel on peut se fier à la fréquence et on peut se fier à l'amplitude. Voyez ma vidéo numéro 15 d'introduction au générateur radiofréquence pour plus de détails. Un instrument de mesure essentiel, le testeur de composants T4 ou similaire, ce qu'on appelle nous le testeur chinois. Compte tenu du prix, et malgré ses petits défauts, je serais fou de ne pas vous conseiller l'achat de ce genre de testeur de composants. C'est disponible directement d'Asie pour moins de 10 $ et il est aussi possible d'obtenir un boîtier assorti. Bon, il complémente très bien un multimètre car il permet de rapidement tester et identifier, par exemple, les transistors. Ça permet aussi de tester une gamme plus grande de condensateurs. Ça permet en plus de tester une bonne gamme de différentes bobines. Voyez la vidéo numéro 111 électrobidouilleur sur l'évaluation de ce testeur de composants T4. Si vous faites de la réparation, vous aurez besoin d'un amplificateur audio utilitaire. Vous pouvez convertir une paire d'enceintes, d'ordinateurs, on en trouve beaucoup à peu de frais, mais il est aussi possible de se bâtir un petit ampli audio en kit à base de LM386 à 1 $ venant d'Asie. Ça, c'en est le cas ici, justement. J'ai intégré un petit ampli à 1 $ dans ce haut-parleur. Voyez justement la vidéo numéro 139 pour la construction de cette enceinte amplifiée. Donc, idéalement, l'ampli devrait être flottant par rapport à la mise à la terre. Donc, le boîtier fait de plastique et pas d'alimentation de secteur directement. Donc, avec un bloc d'alimentation, c'est correct. Ça permettra de sonder de façon plus sûre dans les appareils en trouble sans se soucier de faire des courts-circuits sur les alimentations. Si vous faites de la construction ou de la réparation d'appareils branchés au secteur, vous aurez tôt ou tard besoin d'un autotransformateur. Ça permet de monter graduellement l'alimentation secteur sur un appareil pour observer son comportement de façon plus sécuritaire qu'un simple allumage instantané. Quand j'achète un appareil dont je ne connais pas l'état de marche, je le branche sur un autotransformateur. Pour en trouver dans l'usager ou dans le neuf, cherchez Variac, V-A-R-I-A-C ou Autotransformer en anglais.
dans les sites de vente en ligne, entre autres. Cherchez aussi les vides-greniers et les liquidations d'instruments de mesure de laboratoire. Prenez-en un d'au moins 500 watts. Vous devriez en trouver un pour moins de 80 $. Je vous propose de visionner ma vidéo numéro 5, une introduction aux autotransformateurs. J'ai volontairement exclu certains instruments de mesure plus spécialisés, comme l'analyseur spectral, le puissance-mètre, l'analyseur de réseau. Je vous dirais que c'est avant tout une question de priorité au niveau des dollars. Ces instruments-là sont un peu plus chers. Et aussi une question d'intérêt dans les radiofréquences. Ce genre d'instrument se retrouverait dans la liste 11 à 20, définitivement. Si vous pouvez mettre la main sur des instruments fonctionnels de classe professionnelle comme ceux de marque Hewlett-Packard, HP, Agilent, Keysight, Tektronix, Rohde & Schwarz, Fluke et ces meilleures marques, c'est toujours mieux que des instruments d'entrée de gamme à plus bas coût. N'oubliez pas qu'un appareil professionnel d'occasion de ces marques-là offrira souvent une performance bien meilleure qu'un petit appareil neuf venant d'Asie. Regardez derrière moi, prenez ma parole. Je vous fournis un lien vers toutes les vidéos auxquelles j'ai fait référence dans la description sous cette vidéo. Vous avez des recommandations d'instruments de mesure à faire pour les débutants? Laissez-nous un commentaire pour nous en informer sous cette vidéo et ou sur le forum Électrobidouilleur, bien sûr, forum.bidouilleur.ca. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour continuer de me suivre. Merci et à la prochaine!